C'est effectivement un plaisir pour nous d'accueillir Yohann Sahraoui, qui a une trajectoire intéressante, parce qu'actuellement, chercheur dans une unité où il y a beaucoup de sociologues, de psychologues de la conservation. Et donc c'est toujours intéressant de voir finalement comment l'expertise géographique peut aussi rentrer en interaction avec des spécialistes d'autres disciplines, dans une démarche évidemment interdisciplinaire ici, pour encore une fois travailler toujours sur cette même question, le transfert de la connaissance fondamentale vers l'opérationnel. Mais j'en dis pas plus, à toi de reprendre la parole. Ok, bonjour à toutes et tous. Merci aux organisateurs pour l'invitation. Alors du coup, ma présentation va être un petit peu le pendant de la précédente, de celle de Marc, puisque je travaille aussi sur des questions d'écologie du paysage appliquées à des milieux urbains, en m'intéressant, donc dans le cadre de mon postdoctorat que je fais à l'Université de Lyon, sur la manière de mobiliser les sciences participatives. Donc on parlera encore de sciences participatives, c'est très bien, ça a été défini tout à l'heure. Donc une bonne partie du travail est fait. Alors, moi, je m'intéresse aux sciences participatives d'un point de vue captation individuelle des citoyens, de comment on peut mobiliser ça pour acquérir de la donnée en écologie, mais aussi sur la partie sciences participatives qui consiste à intégrer les acteurs du territoire dans des démarches de recherche et dans les réflexions sur ces questions de biodiversité urbaine. Alors je commence par cette petite figure, juste pour introduire le fait que l'urbanisation a des conséquences sur la biodiversité, sur le fonctionnement des écosystèmes. Ça, c'est relativement bien admis. Ces impacts, ils peuvent être différenciés en fonction des milieux auxquels on s'intéresse, en fonction des groupes d'espèces auxquels on s'intéresse. Donc là, c'est le pourcentage, par exemple, d'études pour certains groupes d'espèces qui montrent des réactions différentes. Alors là, ce qu'on appelle la richesse spécifique, c'est la richesse vraiment nombre d'espèces sur un lieu donné. Donc on voit que sur des zones très densément urbanisées, on a des richesses spécifiques qui sont beaucoup moins importantes, mais on a quand même des différences entre certains groupes d'espèces qui rend complexe cette question. Mais tout le monde est d'accord sur le fait que la maîtrise, dans tous les cas, du développement urbain reste une préoccupation majeure en aménagement du territoire, puisque ça réduit, ça fragmente les habitats naturels, et comme le disait Marc tout à l'heure, ça entraîne un ensemble d'impacts sur les processus écologiques. Donc ça empêche les espèces de se déplacer, d'exécuter leur cycle de vie, etc. Mais face à ça, il y a des besoins face à l'augmentation de la population, d'urbanisation croissante. Alors j'aime bien prendre cette image. Alors, c'est issu d'un article qui a été publié l'année dernière, ou il y a 2 ans, dans Nature, où ces 2 auteurs, qui sont les 2 écologues du paysage, et qui se posent la question de où placer les prochains millions de populations à l'échelle du monde. Alors ils ont une approche très intéressante où ils s'intéressent au potentiel du globe à accueillir toute cette population. Ils mettent ça en lien aussi avec les enjeux écologiques, qui montrent bien cet intérêt croissant aussi en termes de questions sociales, aussi dans la recherche scientifique de ces relations entre urbanisation et biodiversité. Donc je travaille dans un projet interdisciplinaire donc qui est ciblé sur la zone d'études de Bordeaux Métropole. Donc c'est un projet qui associe des géographes, des écologues et des sociologues principalement, et qui a été mis en place par le service de la nature de Bordeaux Métropole dans le cadre d'une stratégie donc, sur la préservation de la biodiversité et des zones humides. Donc Bordeaux Métropole est face à ce dilemme, comme toutes les grosses métropoles françaises. Comment peut-on concilier d'une part le développement urbain et d'autre part la préservation des continuités écologiques, en sachant que Bordeaux Métropole a un objectif d'atteindre 1 million d'habitants en 2030. C'est le grand slogan politique qui peut facilement être mis en question. Pourquoi forcément attirer tant d'habitants, sachant que la métropole de Bordeaux, c'est 750 000 habitants actuellement, donc 30 ans, arriver à 1 million. Ça pose pas mal de questions et ça nécessite d'avoir une meilleure connaissance donc, des enjeux de biodiversité pour orienter les projets d'aménagement notamment. Donc on est face à cette question, comment concilier d'une part développement urbain et d'autre part préservation des continuités écologiques. Alors dans ce cadre-là, on s'intéresse à l'application de sciences participatives dans ce cadre-là. Alors moi j'ai repris cette définition qui vient du rapport sur les sciences participatives en France, le rapport Houlier, donc qui définit les sciences participatives de manière générale comme les formes de production de connaissances scientifiques
auxquels les acteurs non scientifiques participent de façon active et délibérée. Donc il y a une typologie que j'ai repris en trois types de sciences participatives. Nous, on s'intéresse à ces deux-là. D'une part, aux sciences citoyennes. On cherche à voir comment mobiliser les données écologiques qui sont collectées sur le terrain par les citoyens, donc les citoyens capteurs, ça a été évoqué tout à l'heure. Et on a un autre axe où là, c'est de la recherche participative, où on met en place une collaboration entre les chercheurs et les différents experts du territoire qui ont aussi leur connaissance locale du terrain, que ce soit à la fois sur des enjeux écologiques, mais aussi dans les enjeux d'urbanisation et de maîtrise du foncier. Et on les intègre dans ce cadre-là sur deux dimensions. Avec les acteurs du territoire, on réfléchit à des scénarios d'évolution de Bordeaux Métropole. Donc Marc, tout à l'heure, présentait des scénarios qui sont informatisés, où certains paramètres d'urbanisation sont changés. Là, l'idée, c'est de réfléchir et de co-construire ensemble avec les acteurs du territoire différents scénarios de ce que pourrait devenir la métropole. Et ensuite, on mobilise les sciences citoyennes, mais aussi les acteurs du territoire, dans la modélisation des réseaux écologiques. Donc là encore, on tient compte aussi de leur connaissance du terrain, de leur connaissance, de leur savoir vernaculaire, de leur savoir historique du terrain pour modéliser ces réseaux écologiques. Concernant la phase recherche participative, je commence par celle-là. En fait, on a appliqué une démarche de modélisation d'accompagnement. Donc la modélisation d'accompagnement, c'est une forme de démarche participative qui consiste à mettre en débat, à partager les représentations à la fois des acteurs et des chercheurs, comme dans la plupart des démarches participatives. Mais elle a certaines spécificités. Alors elle reconnaît les incertitudes et la multiplicité des points de vue. L'idée, c'est pas forcément d'aboutir à un consensus, mais de révéler un peu les points de vue de chacun, et de mettre tout ça en interaction et en dynamique dans des modèles, pour avoir différents modèles d'urbanisation. Alors ça, c'est un petit schéma qui montre la manière dont on procède, un petit peu quelle est la philosophie de cette démarche. On a une question de départ, donc comment on concilie urbanisation, préservation de la biodiversité. À partir de ça, on aboutit à ce qu'on appelle un système conceptuel. Je montrerai juste après à quoi ça correspond, mais l'idée, c'est d'avoir une représentation partagée de la manière dont fonctionne le territoire. Et à partir de ça, on aboutit à des scénarios et on essaye d'avoir des solutions qui soient plus ou moins applicables en aménagement du territoire. Alors je précise que c'est un projet qui est en cours, donc je ne montrerai pas énormément de résultats. Dans tous les cas, je n'ai pas assez le temps pour ça, mais l'idée de la présentation, c'est de montrer comment appliquer ces démarches de sciences participatives au cas qu'a expliqué Marc juste avant. Donc dans notre protocole, on a différents acteurs du territoire, on en a 16 au total, donc on a réalisé des entretiens individuels déjà avec ces acteurs et d'autres. Donc c'est des collectivités territoriales, donc Bordeaux Métropole, les services de la nature, de l'urbanisme. On a des associations naturalistes, les services de l'État, conservatoire botanique, l'ensemble des acteurs qui ont été identifiés comme pertinents pour réfléchir à cette question. Et on leur demande d'une part donc, de co-construire ce système conceptuel et de co-construire aussi des scénarios d'évolution du territoire. Et parmi ces acteurs, on a un sous-panel, qu'on appelle un sous-panel naturaliste. Donc on a sélectionné certains naturalistes aussi en fonction de leurs compétences sur la connaissance des espèces au niveau local. Et du coup, on les investit sur la définition d'une approche multi-espèces. Donc Marc a présenté celle qu'il a utilisée. Là, l'idée, c'est de réfléchir aussi avec eux sur ces questions pour ensuite modéliser les réseaux écologiques et, in fine, pouvoir estimer les impacts des scénarios sur la connectivité. Voilà l'enjeu global de cette partie du projet. Alors d'un point de vue pratique, on avait cette quinzaine d'acteurs. Alors on les a distribués autour de table. Donc ils étaient 6 ou 7 autour de chaque table. L'idée, c'était vraiment de maximiser les relations entre eux pour favoriser un petit peu les discussions. On leur a demandé de mettre en place donc, un schéma conceptuel qu'on appelle HARDI. Alors HARDI pour acteurs, ressources, dynamiques et interactions. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier tous les acteurs du territoire qui sont concernés par cette question de biodiversité et d'aménagement. Quelles sont toutes les ressources du territoire? Ça peut être des ressources écologiques, environnementales, des ressources urbaines. Et comment tout ça rentre en interaction. Donc chaque groupe a produit ce type de schéma. Donc j'en ai donné 3 exemples, mais il faut imaginer une salle avec plein de paperboard, de post-it, etc., qui était assez complexe à étudier. Et ensuite, l'idée, c'est de mettre tout ça en synergie, en commun, et puis de pouvoir aboutir à ce système. Donc je vous présente un peu ce qui est sorti de ces discussions. Ça a été fait sur 2 jours
au complet. Donc ça, c'est l'ensemble des groupes d'acteurs qui ont été mentionnés comme étant pertinents pour aborder cette question. Alors on a été obligé de les regrouper parce qu'on s'est vite rendu compte qu'il y avait une multiplicité d'acteurs. Et c'était assez intéressant de voir que chaque personne qui pense connaître son territoire et ses enjeux, en fait, se rend compte qu'il y a une multiplicité d'acteurs auxquels ils ne pensaient pas et que le système est plus complexe qu'il n'y paraît. Donc je ne vais pas tous les citer, il y a les acteurs de l'expertise, de la connaissance, donc là les chercheurs sont dedans, mais pas que, il y a aussi les bureaux d'études, etc. Les acteurs du foncier, le cadre réglementaire, services de l'État, ensuite les collectivités, les exploitants, que ce soit agricoles, forestiers, etc. Et ensuite, une première étape a été d'identifier quelles étaient les relations entre ces acteurs. Donc ça, c'est un peu un schéma des jeux d'acteurs entre eux et des relations qu'il peut avoir, que ce soit du conflit, de la coopération, de la compétition, etc. Donc c'était une première phase qui était indispensable, puisque la gouvernance de la biodiversité, en fait, elle dépend beaucoup des jeux d'acteurs et des relations entre ces acteurs, et c'est finalement ça, on se rend compte, un petit peu le levier pour aboutir à cette conservation de la biodiversité, puisqu'il y a certains conflits, par exemple, entre les exploitants, le cadre réglementaire, etc., ou même certains conflits, on peut le voir entre certains acteurs entre eux. C'est le cas de la société civile, c'est le cas des chercheurs qui peuvent ne pas forcément être d'accord sur une même question. Ensuite, en plus de ça, parmi les différentes ressources qui ont été identifiées, alors on a en haut à droite donc les ressources primaires, donc les ressources en eau, l'air, etc., qui ont été aussi qualifiées en fonction de la qualité de l'air, la qualité des sols, la qualité de l'eau, etc., qui peuvent jouer un rôle sur le maintien de la biodiversité. Il y a tout ce qui est relatif à l'occupation et à l'usage du sol. Et aussi deux items donc, qui sont à gauche, qui sont particulièrement intéressants. Tout ce qui est immatériel a été aussi identifié comme une ressource, ce qui est rarement le cas dans ce genre de démarche, mais des ressources immatérielles. Donc, ils mettaient tout ce qui était formation, sensibilisation, intelligence collective, big data. Il y a un ensemble de choses qui semblaient importantes, donc on ne s'attendait pas forcément à avoir des réponses de ce côté-là. Mais c'est un résultat intéressant. Et puis, enfin, les instruments de gouvernance qui sont apparus comme la ressource clé, à dire pour les décideurs, hein, pour à la fois pouvoir gérer, maîtriser l'urbanisation et conserver la biodiversité. Ensuite, je ne rentrerai pas forcément dans le détail, mais l'idée, c'était de mettre tout ça en interaction dans quelque chose qui est assez complexe, mais qui permet de bien synthétiser quand même la manière dont fonctionne le système socio-écologique. On appelle ça un système socio-écologique ou territoire, chacun ses définitions, mais l'idée c'est de voir comment les jeux d'acteurs et les choix d'aménagement peuvent avoir des répercussions sur le territoire et ainsi jouer un rôle sur la conservation de la biodiversité. Donc tout ça, c'était à partir de la question de départ, comment concilier urbanisation et biodiversité. Ensuite, l'idée par rapport à ça, c'est d'aboutir à différents scénarios. Donc en fonction des échanges des échanges qui sont ressortis de ces 2 jours, on a identifié qu'on a appelé 3 composantes, on va dire, importantes pour créer ces scénarios. Ce qui relève de la fabrique urbaine, donc de tout ce qui est dynamique sociodémographique et des morphologies urbaines. Donc Marc parlait de différentes formes urbaines, ville dense, ville étalée, périurbanisation, etc. Tout ça, on le rentre là-dedans. Une dimension relative à la gouvernance, donc je parlais des instruments de gouvernance juste avant, donc tout ça, ça rentre là-dedans. Quels sont les dispositifs décisionnels et les instruments de l'action publique? Donc c'est des choses qui sont beaucoup étudiées par les sociologues, par exemple, ou les chercheurs en sciences politiques. Et ensuite, la dernière dimension, qui est là plus ciblée, donc sur les configurations écologiques et paysagères, donc tout ce qui correspond aux dynamiques du vivant. En plus de ces 3 composantes, je vais passer plus rapidement là-dessus, on a défini différents régimes d'action métropolitains. Donc d'abord une opposition entre ce qui touche à la métropolisation, je ne vais pas redéfinir, je pense que de toute façon tout le monde est au clair là-dessus, versus métapolisation, parce qu'on entend de plus en plus parler de métapolisation. C'est une dynamique en cours, ça date déjà de plusieurs décennies, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer à Bordeaux Métropole, qui de plus en plus se tourne aussi vers ces territoires environnants en termes d'action publique, en termes même de continuité écologique. Donc on a ces deux pendants. Et ensuite, ce qui est relatif à la gouvernance, une opposition en fait entre la gouvernance qu'on appelle adaptative, c'est-à-dire que les acteurs du territoire vont s'adapter à chaque changement. On a des impacts écologiques, on les traite au cas par cas quand ils viennent, ou au cas par problématique. En face de ça, on a une gouvernance par anticipation, où l'idée, de plus en plus, c'est d'essayer de un peu prendre du recul, avoir vraiment un regard prospectif et essayer de voir quels peuvent être, essayer en fait d'anticiper les impacts.
Et tout ça, ça nous permet de construire ce petit schéma qui est en fait une aide pour les acteurs pour construire les scénarios. Donc en fait, on a ces trois cercles. Donc en fait, celui qui est le plus central, ça va être les acteurs vont avoir à placer la composante qui est primordiale pour eux. Est-ce que c'est la dynamique du vivant qui conditionne ces scénarios? Est-ce que c'est la gouvernance? Est-ce que c'est la fabrique urbaine? Et l'idée, c'est de placer chacune de ces composantes au sein de cette matrice en réfléchissant à ce qui relève de l'anticipation ou de l'accompagnement du changement, ce que je disais juste avant. Et derrière concentration-diffusion, là j'aurais dû remettre les mêmes termes, mais c'est à gauche métropolisation et à droite ce qui relève de la métapolisation. Donc là, comme ça reste très conceptuel. On n'a pas encore les résultats de cette étape. Donc ça, c'est une approche qui est en cours. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir quelque chose qui permet de contraindre les acteurs dans la définition de scénario de comment la métropole peut se transformer. Donc je le disais juste avant, on a un sous-panel naturaliste aussi qui a été investi pour définir l'approche multi-espèces. Donc là, je passe plus rapidement là-dessus. C'est bien Marc expliquer ce que c'était qu'un graphe paysager. Donc là, je donne un exemple de graphe paysager qui a été réalisé à dire d'acteurs, entre guillemets, en fonction des connaissances de terrain, où ils ont identifié que ce qui était important, un des profils d'espèces importants, c'était les espèces de milieux ouverts qui avaient des capacités à se déplacer assez réduites, c'est-à-dire à 200 mètres. Donc on a un exemple de graphe paysager, donc de continuité écologique qui sont représentés, qui peuvent être pertinentes. Et en face de ça, ils ont identifié différentes espèces. Donc j'en ai mis quelques images, dont la loutre au milieu, qui est une espèce assez emblématique à Bordeaux Métropole. Donc il y a une dizaine, une quinzaine d'espèces qui ont été mentionnées comme relativement pertinentes et car à fort enjeu de conservation. Donc je repars de ce schéma-là pour expliquer où interviennent les sens citoyens. Ils interviennent ici. Donc on a une modélisation des réseaux écologiques. Marc, tu le disais en conclusion tout à l'heure. Oui, c'est beaucoup plus rapide sur la fin. Marc disait donc ça manquait de réalisme écologique et que du coup les écologues pouvaient ne pas être d'accord avec ça. Du coup l'idée c'est d'injecter dans cette modélisation des réseaux écologiques des données où des espèces ont été réellement observées. Donc les protocoles scientifiques qui se mettent en place pour répondre à cette question sont très coûteux. Mais il y a différents programmes de sciences participatives qui se développent de plus en plus, notamment avec le Muséum d'histoire naturelle, qui permettent d'acquérir des données sur l'ensemble du territoire, sur des observations d'espèces. Donc on a utilisé deux systèmes d'information, je passe très rapidement là-dessus, c'est l'Observatoire aquitain de la faune sauvage. Donc il y a des observatoires d'espèces dans chacune des régions, mais ça permet de compiler toutes les données qu'on appelle opportunistes, donc toutes les données de citoyens qui ont collecté des données sur des observations d'espèces sur le terrain. Et on fait aussi un focus sur un des protocoles, donc il y a le protocole STOC qui a été mentionné tout à l'heure pour les oiseaux. Là c'est le pendant sur les insectes pollinisateurs, où il y a des protocoles qui sont mis en place. Donc on a pas mal de données à Bordeaux Métropole sur des citoyens qui sont allés observer à différents endroits de Bordeaux et photographier des pollinisateurs. Donc on a voilà, pour ces différents points pas mal d'informations, même photographiques, qui permettent d'identifier, de reconnaître les insectes sur chaque zone. Donc on a ces données qui sont à disposition et qui vont nous permettre, à partir de modélisation, dont là je donne un autre exemple, permettre un petit peu d'enrichir tout ça et de donner un peu plus de réalisme écologique à ce qu'on peut sortir des modèles. Donc je passe très rapidement sur la discussion avec les perspectives. Donc l'idée c'est de mesurer les impacts des scénarios sur la connectivité, comme l'a fait Marc tout à l'heure, et de se poser la question notamment du rôle opérationnel de la modélisation par les graphes paysagers. Donc ça peut être un outil, un instrument d'aide à la décision, c'était dit tout à l'heure, les géographes permettent ça, mais pas que, ça peut être aussi un outil de médiation et de concertation. Et l'idée, c'est d'essayer, à partir de cette démarche, on va dire, défragmenter le paysage sociopolitique et de faire en sorte que les acteurs puissent dialoguer, puissent se servir de ces résultats pour aboutir à des choix d'aménagement qui soient pertinents. Alors je pose la question aussi de la place du citoyen. Alors là, on utilise le citoyen en tant que capteur d'informations écologiques. L'idée, ça sera aussi d'investir le citoyen en tant qu'acteur aussi, pas uniquement les experts du territoire. Donc là, ça n'a pas forcément été possible dans ce cas-là, mais les citoyens et les habitants ont aussi leur mot à dire sur ces choix d'aménagement, évidemment. Jacques ne s'occupe pas là-dessus. Et l'idée serait de voir aussi leur appropriation des résultats qui sont obtenus.
Donc j'arrête ici, et puis je vais mentionner aussi l'ensemble des collègues qui participent à ce projet. Donc les deux premiers, Charles de Godoleski et Denis Salle, sont sociologues, et les autres sont écologues. Donc on est vraiment dans un projet interdisciplinaire qui permet de montrer qu'on dialogue, on essaye de faire chacun un pas de côté pour ces projets qui sont interdisciplinaires, où la géographie a aussi toute sa place. Je vous remercie.